Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Les événements politiques s'enchaînent en Côte d'Ivoire. Après l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI et le divorce consommé entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, c'est au tour de Guillaume Soro de faire parler de lui. Grande figure de la rébellion en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est en effet, depuis ce vendredi 8 février, le premier Ivoirien à avoir démissionné du poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Une démission qui intervient peu de temps après la formation officielle du RHDP, le parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara, et à plus d'un an, un peu plus d'un an de la présidentielle prévue en 2020. Alors, quelle portée, quelle recomposition politique en vue de la présidentielle de 2020? Trois invités avec moi pour en parler. Franklin Niamsi, vous êtes le conseiller spécial de Guillaume Soro. Inutile donc de vous présenter, vous connaissez très bien le personnage, mais vous connaissez aussi le jeu politique ivoirien. Vous avez d'ailleurs consacré un livre à Guillaume Soro, phénoménal, Guillaume Soro, l'incarnation ivoirienne d'une génération africaine. Et votre dernier livre en date s'intitule Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, déception de l'ère Ouattara et nouvelle génération. Peut-être êtes-vous aussi dans l'essai quand vous titrez votre livre ainsi. En tout cas, on en parle au cours de cette émission. Écrire, c'est s'engager, c'est s'investir. Merci Richard et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs d'Africa 24. Youssouf Diaby, vous êtes vous membre du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. C'est un parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon confrère Louis Kemaou. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine, fin connaisseur du jeu politique ivoirien. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise d'emblée que le représentant de la majorité au pouvoir en Côte d'Ivoire n'a pas pu être à l'heure pour participer à ce premier plateau. Espérons qu'il soit là pour le deuxième et le troisième plateau. Ils sont souvent en retard. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils, a déclaré ce dimanche 10 février 2016 le président ivoirien Alassane Ouattara. Mais pourquoi le fils a-t-il dit non au père? Pourquoi veut-il aller son propre chemin? La Côte d'Ivoire réussira-t-elle à vaincre les vieux démons de la division pour construire, pour continuer à construire dans la paix la Côte d'Ivoire? On en parle après ce reportage signé Olivier Konan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a démissionné le 8 février à la demande du chef de l'État après son refus d'intégrer le parti unifié RHDP. Chef rebelle en 2002, ministre en 2003, puis Premier ministre en 2007 après les accords de paix de Ouaga, Guillaume Soro conservera la primature en 2010 après la victoire à l'élection présidentielle d'Alassane Ouattara. Élu président de l'Assemblée nationale en 2012, il sera réélu en 2017. Guillaume Soro a préféré se démettre pour garder ses convictions et éviter une crise au sommet de l'État. Refuser de démissionner conduirait immanquablement à la crise institutionnelle déstabilisante avec le cortège de dommages pour la nation. J'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Je demeurerai avec vous pour continuer à travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère, qui repose avant tout sur un état de droit et des bases démocratiques solides. Guillaume Soro n'a pas dévoilé ses intentions, mais à l'analyse de son discours, les observateurs prédisent qu'il sera très présent sur l'échiquier politique. Le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités et il a dit ouvertement que pour la paix, il préfère être cohérent avec sa conviction. Il n'y a pas mieux que ça. Et je pense que cette démission, nous avons tous compris, elle est là pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand il se retire du Parlement, il est à l'aise de pouvoir dire au pouvoir actuel, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que de là où il était, quand il dit vous n'êtes pas sur le bon chemin, on dit mais toi-même tu es dedans, tu es dans le même bateau que nous. Aujourd'hui, il se retrouve dans une posture où il est à l'aise de créer ce qu'on pourrait appeler le contre-pouvoir. Plusieurs options s'ouvrent pour M. Soro. Le RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, lui demande de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il s'est également rapproché d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, qui est en train de créer une plateforme de partis de l'opposition. La clarification de sa position aura un impact sur la vie politique en Côte d'Ivoire.
Le président Bédié n'a pas exclu un ticket avec Guillaume Soro pour l'élection présidentielle de 2020. Je suis soulagé, Franklin Namzi, dit Guillaume Soro, parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules, disait-il donc peu de temps après sa démission. De quel poids parlait-il? La démission de Guillaume Kigbafori Soro s'explique par 3 types de causes. Allez-y très rapidement. Des et de causes façon succincte, s'il vous plaît. politiques, des causes morales et des causes spirituelles. Sur le plan des causes politiques, Guillaume Soro prend la responsabilité de choisir le chemin de ses convictions parce qu'il a fait l'analyse suivante. Le RHDP, dit unifié, actuellement au pouvoir, est une minorité qui menace la survie de la démocratie et de l'espérance d'un État de droit ivoirien. D'accord. Cette menace vient du fait que cette minorité a décidé d'utiliser la force, la ruse et le mensonge comme outil de construction Monsieur Niamsi, de ces alors, artifices. on va y aller de façon... Non, avant que vous ne poursuiviez, Monsieur Niamsi. Le RHDP, c'est aujourd'hui à peu près 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. C'est toute une ribambelle d'élus locaux, on l'a vu après les régionales. Pourquoi parlez-vous de minorité? C'est une minorité parce que le RHDP, mon cher Richard Togbé, est né en 2005 à Paris. Et les 2 forces politiques principales du RHDP, c'était le RDR d'une part, le PDCI de l'autre. Depuis le mois de juillet 2018, le PDCI-RDA, contrôlé à 100% par le président Henri Konan Bédié, s'est retiré et du RHDP, groupement de partis politiques qui datait de 2005, et du projet de construction du parti unifié du RHDP, dont le président Alassane Ouattara s'est fait proclamer président de parti unifié. À la base, président du RDR. Et je finis sur ce point pour vous montrer que c'était un parti minoritaire. Oui. En 2010, quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, c'est avec l'appui du PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié. On est tout à fait d'accord. Et avec l'appui des forces nouvelles de Guillaume Kigbafori Soro. Aujourd'hui, les 3 forces qui composaient la majorité qui a pris le pouvoir en 2010 ne sont plus rassemblées dans le RHDP. De fait, comme l'a dit le président Guillaume Soro, la marmite, elle était posée au départ sur un foyer à 3 pierres. Désormais, elle est posée sur un foyer à 1 demi-pierre. Parce que, je vous le dis, les bases du RDR ne suivent pas entièrement la dérive autoritaire actuellement en cours en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ce sont vos propos. Et on ne reviendra pas sur les causes. Ça, c'était les raisons. Sur les causes politiques. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais allez-y avec la deuxième raison très rapidement. Alors, on passe aux autres. Il y a des causes morales et spirituelles. Les causes morales, c'est que vous ne pouvez pas continuer de fonctionner dans une majorité qui vous administre depuis plusieurs années un discours et des pratiques de mépris, de violence. Nous avons un député qui, malgré l'immunité parlementaire prévue par la loi ivoirienne, est aujourd'hui en prison pour un tweet, Alain Michel Lobognon. Nous avons eu en 2017, le 9 octobre, le directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale emprisonné pour un complot fictif. Gracié entre-temps. Et gracié sans procès, ce qui prouve qu'il était innocent et que jamais il n'a tenté ni de près ni de loin, d'organiser un coup d'État contre le pouvoir de M. Ouattara. Et j'insiste, Richard Togbé, qu'aujourd'hui, sur ce plateau, je ne parle pas du président de la République, chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Je parle du président de l'un des partis particuliers et particularistes de Côte d'Ivoire, le président du RHDP dit unifié. Il a accepté de descendre dans l'arène en se positionnant comme chef d'un parti. Il faut qu'il accepte la critique. Guillaume Soro, il s'est libéré, il s'est déchargé. Et enfin, Richard Togbé, il y a une troisième dernière catégorie. De ce poids, dites-vous. Il y a une dernière catégorie de raisons qui explique l'engagement de Guillaume Kigbafori Soro. Vous ne pouvez pas voir consacrer votre plus tendre enfance à la lutte contre l'injustice, à la lutte contre la discrimination, et même à la défense d'un leader politique qui souffrait de discrimination, et vous associer à ce même leader politique quand il devient le plus grand limogeur de cadres de l'histoire de Côte d'Ivoire, le plus grand emprisonneur d'hommes politiques de l'histoire de Côte d'Ivoire. Il a commencé sa carrière en 92 avec le président Gbagbo, qu'il jette en prison. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui président du RHDP, M. Alassane Ouattara, c'est le plus grand emprisonneur. En quelle année il a été En 1992, il était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui jette en prison toute la direction de l'opposition démocratique de l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'emprisonner tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc on comprend qu'il y a une divergence à la fois idéologique, spirituelle, politique, morale et vous appelez ça morale entre les deux hommes. Et je reviendrai sur d'autres raisons. On pourrait même dire, Louis Kamaïou, que le président de l'Assemblée nationale, en tout cas l'ancien président
président, maintenant l'ancien président de l'Assemblée nationale, a mis trop de temps alors finalement pour démissionner, si tant est que tout ce qu'on évoque là était effectif en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a eu une vraie filiation entre les deux hommes, qu'il y a eu un vrai compagnonnage également pendant la période au cours de laquelle il est resté fidèle au président Ouattara, et que la violence avec laquelle tout cela s'est déroulé ces dernières semaines est venue le ramener à une certaine forme de réalisme. À quel moment est née la fracture entre les deux? Je pense que ça date du congrès du RHDP où il était question de... Du 26 janvier, là? Non, beaucoup plus en amont, parce qu'avant même cette élection, rappelez-vous, pour les législatives, les investitures n'avaient pas été faciles à confirmer. Il y a de nombreux candidats qui étaient considérés comme des soutiens de Guillaume Soro qui ont dû perdre leur investiture. Il y en a d'autres encore qui étaient au gouvernement et qui ont dû quitter le gouvernement. Donc la brouille ne date pas d'hier seulement. Elle est assez vieille et je crois qu'au terme de tout cela, il fallait bien que les choses soient tirées au clair. Les alliances politiques, on le sait, ne sont jamais des alliances pour la vie. Oui, c'est des alliances qui évoluent au fil des circonstances. Et là, les circonstances sont dues au fait que non seulement Guillaume Soro n'a pas eu la tête du parti comme il l'espérait et n'a pas pu créer son parti à lui-même. Oui. Donc, étant donné qu'il n'a pas pu créer son parti à la fin de la rébellion et qu'il n'a pas eu la tête du parti comme cela lui aurait été promis, il était à peu près logique qu'au bout d'un certain temps, il se lasse et prenne les décisions qui s'imposent. Monsieur Louis Koimaou, la pédagogie d'une telle émission, c'est aussi de clarifier un peu les choses et surtout les enjeux pour que ceux qui nous suivent comprennent une fois pour toutes, tranchons cette question du moins, abordons-la de façon claire. Qui entre des deux doit quoi à qui? Je pense que le président Ouattara a utilisé des méthodes pour arriver au pouvoir qui s'appuyaient sur un certain nombre de personnes, parmi lesquelles on peut compter Guillaume Soro, qui est quand même une pierre angulaire dans l'action qu'il a amenée au pouvoir. Cette action a été d'abord militaire, à travers les forces nouvelles. Ensuite, elle a été politique, puisqu'il a rempli la fonction de Premier ministre, puis de président de l'Assemblée nationale. Et quand on a un allié de ce niveau sur la scène politique, on ne le traite pas comme une personne qu'on a débauchée comme un dans jeune un homme, coin de rue. Un young boy. Peut-on dire, et je finirai avec vous pour passer à notre co-débatteur Youssouf Diaby, peut-on dire que la vraie fracture a commencé en 2005 quand, dans son projet constitutionnel, de révision constitutionnelle, 2016. le président Alassane Ouattara, en 2016, a instauré la vice-présidence, consacrant de facto le vice-président comme étant le dauphin constitutionnel et non le président de l'Assemblée nationale. Je pense que ça a été le point culminant du désaccord entre les deux hommes, parce que la première couleuvre qu'il a dû avaler, de mon point de vue, c'est celle qui lui interdisait de créer la force politique des forces nouvelles. Ça a été la première couleuvre. Mais en politique, on en avale quelques-unes pour ne pas s'énerver dès la première couleuvre avalée. La deuxième couleuvre a été le fait que, effectivement, il n'a pas eu droit à la tête du parti comme il l'espérait. Le RDR, ça avait été une promesse, devait lui revenir en tant que président. Guillaume Soro devait devenir le président du RDR. Il ne l'est pas devenu. Et le RHDP a avancé vers une unification qui aujourd'hui est totale, mais avec un président de la République qui quitte son rôle de président de tous les Ivoiriens pour devenir chef de parti. De chef de parti, au lieu de prendre soupçonnez-vous, de la hauteur, en tout cas au lieu de se mettre au-dessus des formations politiques. Et surtout pour ne pas remplir un contrat politique qui avait été signé avec un de ses alliés. Et donc, de ce point de vue... C'est dommage que son représentant ne soit pas présent sur ce plateau. Ils ont tendance à fuir le débat, Richard Togbé. Ils sont connus pour ça. Non, je les ai toujours eus. Et dans Politicien, c'est pas... Youssouf Diaby, vous observez tout ça de loin. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Merci. Moi, je pense d'abord que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire ne peut pas s'écrire sans des personnalités qui viennent d'être acquittées, innocentées à la CPI. Parler de Guillaume Soro, parler de Ouattara, sans mettre en jeu ceux qui viennent d'être acquittés, parce qu'ils ont été amenés, déportés à la CPI pour crimes contre l'humanité. Non, aujourd'hui, oui, on n'en est pas encore là. On reviendra effectivement. C'est une jonction importante. On reviendra effectivement parce que sur. S'ils n'étaient pas acquittés et innocentés, on pouvait dire que le jeu politique ivoirien pouvait s'écrire sans eux.
Mais aujourd'hui, c'est des personnes libres, acquittées et innocentées. Donc, par conséquent, non. Tout le jeu politique ivoirien reprend. Mais il faut voilà. nuancer. Maintenant, revenir à Guillaume il y a Soro, pas un procès en appel qui attend. Oui. Ils ne sont pas encore définitivement innocentés, définitivement non, ils sont acquittés, définitivement innocentés et définitivement acquittés. Et l'appel va se faire sur le front après. Mais l'appel ne signifie pas qu'ils ne sont pas acquittés, monsieur. On reviendra effectivement sur les autres acteurs possibles de la vie politique, notamment non, pas des acteurs possibles, c'est des acteurs naturels de la vie politique ivoirienne. On est tout à fait d'accord. Alors la question c'est comment vous, de là où vous êtes, vous voyez cette division qui finalement n'en est pas une, puisque de toute façon le président de la République le considère comme cette division aujourd'hui, ce conflit politique entre Ouattara et ses anciens, cela suppose tout simplement qu'Alassane Dramane Ouattara, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en 1989, n'a fait que de la fratrie en Côte d'Ivoire, de la division en Côte d'Ivoire. L'enrichissement d'Alassane Ouattara, c'est de devoir diviser ceux qui sont avec lui et diviser ceux qui ne sont pas avec lui. Et cela a commencé depuis 1989. Donc, comme il est le champion de l'emprisonnement, donc du coup, au jour d'aujourd'hui, voir que Henri Konan Bédié n'est plus avec lui, Soro Guillaume n'est plus avec lui, et le sergent Ibrahima Koulibaly, qui a été malheureusement assassiné, qui n'est plus là. Donc, voir que tous ceux qui ont constitué à l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir sont aujourd'hui dispersés autour de lui. Cela prouve tout simplement que Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est le problème. En fait, vous pensez que c'est sa méthode politique qui engendre cette méthode politique qui engendre toujours des problèmes, des conflits dans notre pays en Côte d'Ivoire. Très rapidement, Louis, avant que je ne vienne à vous, Monsieur Niamsi, le président Alassane Ouattara, excusez-moi, est connu quand même pour être quelqu'un de réfléchi, c'est pas quelqu'un qui agit de façon instinctive. S'il a décidé, en tout cas choisi d'entretenir ce climat avec Guillaume Soro, peut-être a-t-il ses raisons, mais quelles peuvent être les raisons pour lesquelles il décide comme ça d'entretenir politiquement cette relation difficile avec Guillaume Soro? Je pense qu'en politique, comme dans la vie, on ne peut pas se comporter en voyou en permanence sans en payer le prix. Je ne dis pas cela pour traiter le président Ouattara de voyou, mais le fait est que quand vous regardez dans l'histoire politique de notre terre, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, quand vous traitez un allié comme un moins que rien, vous en payez le prix. Ça s'est vu avec Giscard d'Estaing lors de la présidentielle en 1981 en France. Ça s'est vu sous d'autres cieux. Quand vous négligez un partenaire politique, ça peut se jouer souvent à quelques milliers de voix près. Et donc, ces voix-là qui manquent... Pourquoi on parle de négligence? Il a été élu président de l'Assemblée nationale, réélu président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de cela dont je parle. Ce dont je parle ici, c'est de façon globale. Parce que si on dézoome et qu'on n'est plus dans un tête-à-tête entre le président Ouattara et le président Soro... l'ensemble de la galaxie politique ivoirienne, oui. Il y a un enjeu qui était très important pour le président Ouattara, c'était de réconcilier les Ivoiriens entre eux. Je pense que non seulement il a échoué sur ce chantier-là, mais il a échoué à maintenir l'unité de sa famille politique également. Et ça, ce n'est pas rien, parce que après 2010, il y a eu une crise post-électorale qui a quand même fait plus de 3000 victimes en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de victimes, ce ne sont pas des personnes qui se sont blessées, ce sont des personnes qui sont mortes, qui ont payé le prix cher, qui ont payé de leur sang au terme de la crise. Tout à l'heure, mais très rapidement, Franklin et Niamsi, le président Alassane Ouattara l'a encore indiqué ce dimanche 10 février, la porte reste ouverte, dit-il. Y a-t-il encore un quelconque rapprochement possible entre les deux hommes? Allez-y très rapidement. L'objectif de notre émission, ce n'est pas d'affronter les gens, c'est de rechercher le consensus. Dites-nous très rapidement. Mon cher Richard, une fois de plus, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent et qui ont suivi l'interview accordée par le président du RHDP, par ailleurs président de la République, Alassane Ouattara, le 11 février, c'est-à-dire hier, je pense, à RFI. Non, avant-hier. Avant-hier à RFI, mais elle a été fortement diffusée hier, en tout cas entièrement. Vous devez bien regarder cette interview et vous verrez que c'est un monument de mépris, d'arrogance et de condescendance. D'abord, mépris. Ça va faire un moment que le président Alassane Ouattara a choisi de parler de celui qui était encore président de l'Assemblée nationale comme un young boy américain. Terme qui, dans
la terminologie publique américaine est une manière de désigner l'esclave et d'exclure le noir par les suprémacistes blancs. Bon. Deuxième point, Richard, tolérez que je m'exprime. Ouattara n'est pas américain, vous voyez. Il a une culture américaine et il utilise des idiomes de type américain qui échappent bien sûr à la subtilité de ceux qui ne savent pas comment on parle outre-Manche et outre-Atlantique. Deuxième point, condescendance. Quand vous parlez du président de l'Assemblée nationale d'un pays, c'est-à-dire d'un président d'institution, dans un contexte solennel, vous n'utilisez pas des métaphores infantilisantes. Guillaume Soro est un homme de 47 ans, bientôt plein cette année. Ce n'est plus un jeune homme, ce n'est plus un enfant. Nous sommes de la même année de naissance et vous voyez grisonner mon visage. Donc il faut faire très attention. Troisième point, alors il y a de l'arrogance. Pourquoi? Parce que c'est bien le président Alassane Ouattara qui a forcé la main à l'ancien président de l'Assemblée nationale afin qu'il démissionne. Comment l'a-t-il fait? Il l'a mis en demeure lors des deux audiences du 5 janvier et du 24 janvier 2019, soit d'adhérer au forceps au RHDP unifié, un parti en fait minoritaire, soit alors de démissionner de la tête de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, en réalité, a choisi de démissionner, et non pas parce que le président Ouattara respectait la Constitution, il s'agit d'une violation de la Constitution. La Constitution ivoirienne ne prévoit pas que le président de la République, chef de l'exécutif, demande au président de l'Assemblée nationale, chef de démissionner. Mais Guillaume Soro démissionne pourquoi? Je propose qu'on marque une pause. Il démissionne pour éviter la crise institutionnelle dans son pays et pour la paix. On n'a pas davantage dans la deuxième partie de notre émission après une coup de pause. Avec plaisir. À tout de suite.